Bonjour à tous, émission numéro 64 de Tête à Clash avec 4 beaux invités, dont 2 nouveaux. Allez, François Bert. François Bert, c'est un spécialiste de l'accompagnement des chefs d'entreprise dans le discernement. Il est auteur d'un roman qui s'appelle Code 418. Code 418, qui parle de la guerre de 14, et également de... c'est le temps des dirigeants, le temps des chefs est venu. Le temps des chefs. Oh là là, François, je ferai une claque. Bon, très bien. Bonjour François, ravi de vous avoir à bord. Jean-François Ozol, quand je vous ai demandé comment vous présenter, vous m'avez dit ingénieur et architecte. Et j'ai dit comme Léonard de Vinci. Alors là, vous n'avez pas dit le contraire. Ça vous va ? Je ne suis pas sûr que Léonard de Vinci était architecte, mais bon. Je crois qu'il avait pas mal de capacités. Il avait pas mal de capacités. Très bonne connaissance dans tous les domaines, donc, y conseille. compris en anatomie. Donc, voilà, absolument. Allez, il y a une très belle exposition à Paris. Il paraît qu'on ne peut plus avoir des places. Mais enfin, quand même, on peut essayer. Alors, le troisième, il s'appelle Philippe Murer. Oui, bonjour. Bonjour. Il est économiste, mais ce n'est pas sa seule qualité. Il est également souverainiste. Souverainiste et aussi, encore plus rare, je travaille sur l'écologie. C'est une passion, l'écologie. Et il y a peu d'écologie souverainiste. Ok, vous avez des choses à vous dire si j'ai bien lu vos CV respectifs. Avec plaisir. Peut-être que ça viendra sur le terrain aujourd'hui. Le quatrième s'appelle Christian Vannès. C'est un député honoraire. Ça veut dire qu'il a eu au moins 3 mandats. C'est ça. Et il est doublement président. Donc, président au carré, président de la droite libre et président du RPF. Autre chose ? Non. Et vous venez du Nord ? Ah oui. C'est votre terre d'élection. Bien sûr. Ok, très bien. Allez, on lance cette émission. Sujet numéro 1. À tout de suite. Alors, le sujet numéro 1, c'est l'affaire Mila. Qu'est-ce que c'est que cette affaire Mila ? Mila, c'est une jeune fille qui a 16 ans, qui habite dans l'Isère et qui faisait une vidéo live avec des copains et dans lequel elle parlait de chansons parce qu'elle aime bien chanter. Sauf qu'à un moment, elle s'est fait draguer un peu lourdement par un garçon et tout ça a dérapé et elle a insulté l'islam en disant que c'était une religion de merde, je crois. Enfin, vraiment, tout ça a été très modéré. Sauf que ça ne s'est pas arrêté là et il y a eu un déferlement d'insultes, de menaces de mort, qui fait que cette jeune fille a quitté son lycée. Et puis derrière ça, il y a eu pas mal de déclarations politiques ou d'absence de déclarations politiques. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on en parle. Je voudrais savoir, qu'est-ce que ça dit pour vous, cette histoire Mila qui continue, puisque la jeune fille n'est pas retournée dans son lycée, vu les menaces qu'elle subit. La justice s'en est mêlée, on va revenir là-dessus. François. Alors, pour moi, ça dit 2 choses, l'affaire Mila. Ouais. Ça dit la peur et ça dit la béance de ce qu'on a à proposer. La peur, c'est assez effrayant de voir ça. Quel que soit l'incident en tant que tel, la peur générale qui se crispe à partir du moment où on touche un sujet complexe qu'est l'islam. Parce que là, comme par hasard, là où il y a des gens qui sont d'une violence incroyable dès qu'il s'agit de parler d'autres religions, là, d'un seul coup, les gens, ils savent qu'il n'y aura pas forcément la même indulgence. Il y a des gens qui vont aller beaucoup plus loin dans les faits, etc. Et donc, cette peur, moi, je l'articule sur 3 choses. Il y a un vrai problème de sécurité, c'est-à-dire qu'on voit comment la violence monte tout de suite. Et cette violence, elle monte tout de suite parce qu'il y a un bassin d'impunité en France, de manière générale. C'est quoi ce bassin d'impunité ? C'est qu'on a depuis... ce serait une longue considération, mais on a en France le fait qu'il y a depuis très longtemps une justice qui ne punit pas assez sévèrement et que le travail policier s'épuise. On pourrait dire là, regardez, il y a tous les gens... la justice va dire, par exemple, on va poursuivre les gens qui ont insulté, qui ont fait les menaces de mort, mais on sait très bien que la justice aujourd'hui et la police fonctionnent par coup de projecteur en fonction de l'actualité médiatique et que déjà le tout venant et le cœur de métier est difficile à faire. Il est d'autant plus difficile à faire parce qu'il y a une peur, parce qu'effectivement, on voit bien qu'il y a un sentiment d'impunité, qu'il y a des gens qui montent dans les tours, qui vont dans les menaces. Il y a l'impunité des réseaux sociaux, c'est encore un autre sujet, mais parce qu'il y a l'anonymat, etc. Mais ce qui est très intéressant pour moi, c'est quand intervient quelque chose comme ça, de voir à quel point aussitôt il y a une crispation, que les hommes politiques eux-mêmes qui sont censés pouvoir dire non, là il y a un franchissement de seuil, que cet été inapproprié, c'est une bonne chose, c'est une chose avérée. En revanche, le fait de menacer quelqu'un parce qu'il pense différemment, c'est juste non tolérable et donc on tape du poing sur la table, entendu, etc. Face aux menaces de mort qui est lieu à cette jeune fille, en fait, on n'a entendu aucun homme politique dire tous ces gens-là, on va les priver de réseaux sociaux. Parce que je suis désolé, on peut les bloquer et priver tous ces gens qui font les menaces de mort de réseaux sociaux. On peut techniquement, bloquer, les retrouver et les désigner à Facebook, à oui, tout Twitter, à fait. tout ça. Tout à fait. D'ailleurs, Twitter devrait le faire lui-même
Ils le font très facilement pour la frange souverainiste, qu'on traite d'extrême droite et qui sont bloqués très facilement. Hier, il y a eu un compte Zero Hedge de 700 000 personnes qui travaillent d'ailleurs sur la finance et qui a été suspendu par Twitter. Mais là, pour des comptes qui insultent et qui menacent de mort, on n'a rien. Et donc, vous avez raison, c'est la peur. Mais le fait que les gouvernements et les politiques n'agissent pas, c'est ça qui fait que ces gens se permettent ces choses-là. Parce qu'ils devraient même aller en justice. Mais la justice a dit qu'elle faisait une enquête. Alors, d'abord, la justice a eu une position un peu paradoxale, puisqu'elle a commencé à enquêter pour savoir si Mila était justiciable. Si ce qu'elle avait dit n'était pas une infraction et une provocation, alors j'essaye de lire provocation à la haine à l'égard d'un groupe de personnes. Alors que c'est une critique de la religion. Voilà. Ça a été... Allez-y, Christian. Oui, il y a plus grave. Il y a plus grave. C'est le commentaire incroyable de la ministre de la Justice. Nicole Belloubet. Qui a mis sur le même plan, pratiquement, la prétendue atteinte à la liberté de conscience du fait des paroles de Mila et l'atteinte à la liberté d'expression, qui là est très claire, en raison des menaces de mort. Elle a mis ça sur le même plan, ce qui est absolument... Vous trouvez que c'est une atteinte à la liberté de conscience? Pas du tout. Attendez, je suis en train de vous dire que ce qu'elle a dit était idiot. Oui, tout à fait. Je ne suis pas du tout d'accord avec parce qu'elle a parlé d'insultes. Je ne suis pas du tout d'accord avec elle. Elle a comparé deux choses qui ne le sont pas. Et vous savez qui est cette femme? Nicole, vous voulez dire Mila ou Nicole Belloubet? Non, j'aurais dit. Elle vient du Conseil constitutionnel en plus. Elle a été au Conseil constitutionnel. Oui. Enfin, elle est ministre de la Justice, elle a été au Conseil constitutionnel. Elle est d'une nullité juridique, mais affligeante, quoi, en raison de son idéologie. Vous ne pouvez pas être indulgent et penser qu'elle a dérapé? Parce que c'est ce qu'elle a dit après. Non, elle n'a pas dérapé. Elle n'a pas dérapé parce que, si vous voulez, moi, ce qui est tout à fait fascinant dans cette histoire de Mila, c'est qu'une fois de plus, ça met l'accent sur un véritable drame de notre société, de notre pays. C'est-à-dire le rétrécissement de la liberté d'expression. C'est ça le véritable problème. Parce que elle s'est exprimée comme ça, de façon très spontanée, Mila. Mais en tout cas, les autres... à savoir, d'une part, les jeunes qui l'ont menacée se sont dit, elle n'a pas le droit de dire ça. Et en plus, vous avez des gens, je pense notamment à Abdallah Zekri, qui est un honorable membre du CFCM, voilà, et qui est également, d'ailleurs, à l'intérieur du CFCM... Conseil français du culte musulman. Voilà, qui est une instance à la naissance de laquelle j'ai participé, donc je ne vais pas en dire du mal, mais en tout cas, lui, à l'intérieur, il participe à un observatoire de l'islamophobie. Et ça, c'est très intéressant, parce que cette notion d'islamophobie, c'est une notion absolument scandaleuse, de considérer que le fait, comme d'ailleurs toutes les phobies qu'on utilise, pour interdire de parler d'un certain nombre de sujets. C'est invraisemblable, parce que Zekri, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, elle n'aurait jamais dû dire ça. Hein, il faudrait que les politiques qui cessent d'emmerder, j'emploie ces termes, les musulmans, et qu'ils se taisent. Mais enfin, de quel droit demande-t-il aux politiques de se taire? Ce qu'il a dit, pour être exact, il a dit qui sème le vent récolte la tempête. Non, oui, mais il n'a pas dit ça. Il est allé plus loin que ça. Il n'a pas dit que ça, si vous voulez. Cette espèce de censure qui existe en raison de cet état d'esprit, notamment soutenu par les mots de phobie, toutes les phobies possibles. C'est terrible, parce que ça va tout à fait à l'encontre de l'esprit même qui règne dans notre pays. Or, les lois actuelles ont été de plus en plus sévères avec la liberté d'expression. Bon, je vais céder la parole à Jean-François Ozol. Il y a tout ce débat autour du droit au blasphème. Alors la liberté de conscience. Pour moi, tout ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. De quelle forêt il s'agit? Parce qu'en fait, le fond du problème, c'est qu'aujourd'hui, quand les jeunes ont un contentieux, aussi léger soit-il, ils partent direct dans l'invective. Oui. Une des raisons de cela, c'est quand même la faillite de l'enseignement. Et nous avons des politiques qui méprisent totalement le reste du peuple, puisqu'ils ne se préoccupent absolument pas de cette qualité d'enseignement. Des rapports internes de l'OCDE disent que les professeurs français aujourd'hui sont recrutés parmi les 10% des plus mauvais élèves de fac. Donc, où va-t-on comme ça? Donc, il n'est pas normal que des jeunes n'aient d'autres moyens de communiquer que de s'invectiver de la pire façon. Pour moi, c'est un épiphénomène que vous rencontrez partout dans les salles de cours, de récréation. Vous allez dans les jardins, etc. C'est partout la même chose. Le réflexe de la communication, c'est l'insulte. C'est l'insulte. Pourquoi? Parce que toutes ces personnes rentrent directement en dissonance cognitive. Je m'explique. C'est quoi dans l'ingénierie humaine, la dissonance cognitive est utilisée régulièrement à des fins politiques ou autres. Alors, le problème, voilà, vous de chaque côté, on reçoit un message qui n'est pas compatible avec ses croyances profondes. Ok.
donc, les deux personnes sont en dissonance cognitive. Alors, s'ils avaient une culture, un tant soit peu étendue, un vocabulaire et une connaissance de la grammaire, parce que la grammaire, c'est ce qui gère les relations à l'autre. Vous leur reprochez de mal s'exprimer, mais non, je ne leur reproche pas du tout ça. Non, je reproche qu'on ne leur a pas enseigné la grammaire, donc ils ne savent pas prendre la mesure du discours avec l'autre. Et comme par ailleurs, on leur enseigne plus les dissertations, plus quoi que ce soit, le vocabulaire, etc., il ne reste une seule chose pour régler le problème de dissonance cognitive, c'est le passage à la violence directe. C'est comme ça qu'il règle le problème de dissonance cognitive. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a aussi un problème d'islamisme ? Parce que, attendez. Parce qu'en fait, là, et je suis d'accord avec vous, c'est un premier point. D'ailleurs, il y a un philosophe qui en a parlé récemment dans le Figaro, très bien. Mais moi, je pense qu'il y a aussi un problème d'islamisme. C'est-à-dire, quand on place l'islam au-dessus de la République dans laquelle on est, eh bien, on est sous l'islamisme qui prétend soumettre le politique. Et moi, ça me pose un vrai problème. Alors, j'aimerais, si vous voulez, faire une petite rectification par rapport au terme d'islam. Parler d'islam, c'est comme parler de la chrétienté. Il n'y a pas un islam, pas du tout la mais il y a chose. des islams. Non, mais je ne dis pas que c'est la même chose. Je dis que là, ça recouvre des dizaines de courants qui sont capables de s'entretuer entre eux. Et on fait du marketing en prononçant le terme islam, parce qu'on confond tout. Il y a 2 millions de pèlerins qui vont à la Mecque tous les ans. On nous en parle beaucoup à la télé, etc. Il y en a 20 millions qui vont à Kerbala. On ne nous en parle pas, ou extrêmement peu. Bon. Pas les chiites, là. Oui, les chiites. Bon, des chiites ont un clergé qui s'est en fait greffé sur le clergé zoroastrien. Les sunnites n'en ont pas, ce qui fait que d'un côté, par exemple, vous pouvez vous mettre d'accord avec le clergé chiite, mais vous ne vous mettrez jamais d'accord avec qui que ce soit, enfin si, avec trois prêtres, vous allez... Mais attendez, l'importance pour moi, précisément... Attendez, je ne suis pas bien certain. Attends, une seconde, François. Parce que, en fait, c'est Mila qui a fait une généralité en disant l'islam, une religion de merde. Non, attendez. Elle a commencé par se faire insulter, se faire traiter de sale lesbienne, va te faire enculer. Mais de sale française. Et sale française. Donc, si vous voulez, elle a répondu comme en sont uniquement capables les jeunes, compte tenu de l'enseignement qu'ils reçoivent. Elle a répondu, mais dans la trivialité. Ils ne savent pas. Vous allez dans les cours de récré, mais c'est à longueur de journée. Vous allez sur Internet. C'est insulte à tous les étages. Donc, si est-ce qu'il n'y a pas plutôt une question d'anonymat dans cette histoire? Est-ce que finalement, quand on est planqué, c'est plus simple de dire... Il y a une question d'impunité, moi je crois, dans les réseaux sociaux. Il y a deux choses pour moi. Il y a une question de sécurité, encore une fois, je reviens là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, quand on sait qu'il y a un sentiment d'impunité générale qui est, et là je rebondirai sur ce qui a été dit, qui est accru par une lâcheté politique qui n'ose pas dire stop, c'est non négociable. Nous, on est dans un pays où on peut s'exprimer sur les choses. Donc, à partir du moment où quelqu'un s'exprime et est menacé physiquement, c'est non négociable, on ne bouge pas. Ça, c'est un vrai sujet, c'est un problème de sécurité. Et là-dessus, on parle d'islam, justement. L'islam, puisque sur l'islam sunnite, il n'y a pas de clergé, c'est une masse basculable. On avait parlé ici de Galula et de voir comment, dans des pays, justement, les contre-insurrections fonctionnent. Enfin, l'insurrection, plus exactement, fonctionne à partir du moment où on va parler du djihad, et là, on est juste sur l'affaire d'une adolescente. À partir du moment où l'État souverain, je finis là-dessus, c'est important. À partir du moment où l'État souverain est ferme. C'est-à-dire qu'à partir... Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette violence-là, elle est démultipliée de ce que l'État tremble et de ce que l'État, quelque part, cautionne et dit pas clairement. Non, la loi de la République et de la France en l'occurrence est au-dessus de la loi islamique et donc c'est juste non négociable, point, et on ne bouge pas. Là on le dit verbalement mais on est toujours extrêmement lâche là-dessus. C'est-à-dire que en fait c'est le symbole de quelque chose qu'on a laissé filer au cours des années, et maintenant on n'arrive plus à contrôler ces paroles parce qu'il n'y a pas eu des sanctions au début. Il y a plein de franchissements de seuil. Aujourd'hui on est dans une phase test où il y a plein de franchissements de seuil, si vous voulez, de partout. On voit très bien les gens qui testent. Vous regardez les Yacine Bellassar, qui est pseudo-humoriste, qui balance des trucs absolument monstrueux. Et à chaque fois, on lâche du lest, au lieu de s'opposer. Sauf que la grande masse des musulmans, elle veut la paix, elle trouve une manière de vivre à la française, etc. Mais elle commence à frémir et à basculer du mauvais côté quand elle sent qu'on est faible. C'est aussi simple que ça. C'est vrai. Et je pense qu'on a un vrai problème avec l'islam politique. Après, c'est vrai que c'est complexe, mais soyons simples. L'islam politique, celui qui se réclame au-dessus de la République. Et en fait, les Français de confession musulmane, les Français sont victimes de cela, très clairement, par le terrorisme, par les attaques contre la liberté d'expression, mais les Français d'origine maghrébine, de confession musulmane, ils sont aussi victimes. Et je vais vous raconter une petite histoire, vous ne l'avez peut-être pas vue. Il y a 3 jours, sur BFM TV, est sortie une interview absolument hallucinante d'un immigré maghrébin dont la fille est menacée d'être brûlée vive. Pourquoi ?
parce qu'elle se teint les cheveux en blond et qu'elle ne croit pas à l'islam. Parce que comme son père, elle est athée. Elle n'a pas le droit de ne pas croire à l'islam et d'être athée en République française. C'est incroyable. Et à partir de cela, il expliquait, ce monsieur, qu'en fait, il n'était pas aidé par les autorités françaises. En fait, l'islam est beaucoup trop protégé. Enfin, l'islamisme est beaucoup trop protégé. Je veux dire, il faut aider ces gens et aller attaquer en justice le père qui a dit à cette jeune fille, on va vous brûler vif si vous continuez comme ça. Elle n'avait en plus fait zéro provocation. Et puis, on arrête avec ces menaces de mort. Bon, il faut être tous unis contre les islamistes. Moi, je pense tous unis contre l'islamisme. Bon, je pense qu'effectivement, il ne faut pas confondre tous les musulmans avec l'islam. Mais il ne faut pas non plus dire qu'il y a plusieurs islams. Non, parce que l'islam se réfère à un seul livre, qui est le Coran, et qui dit les choses extrêmement clairement. C'est pourquoi tout à l'heure, la distinction, je vais y arriver, tout à l'heure, la distinction qui est faite entre les sunnites et les chiites est infondée, parce qu'enfin, rappelez-vous ce qui est arrivé à Salman Rushdie. Salman Rushdie a reçu une fatwa de mort de la part de l'imam Khomeini, donc des chiites. Donc je veux dire que de ce point de vue-là, la grande différence entre le christianisme et l'islam, c'est le rapport à la violence. La violence pour le christianisme, c'est un péché. Bon, les chrétiens ont été violents, mais ils l'ont toujours été, en quelque sorte, à leur corps défendant. Alors qu'au contraire, ça, c'est un petit peu de la réécriture, là. Les croisades, etc. C'est de la réécriture. Les martyrs, c'est quoi? Attendez, les martyrs. Excusez-moi, mais les croisades, ça arrive 10 siècles plus tard. Et ça arrive pour délivrer le tombeau du Christ. C'est territorial, c'est pas une guerre. Ça arrive en légitime défense et non pas en agressivité. Bon, en revanche, soyons clairs. Tout à l'heure, vous dites l'islam politique. L'islam est nécessairement politique, parce que précisément, l'une des autres grandes différences entre le christianisme et l'islam, c'est que le christianisme fait une différence entre la politique et la religion. Mon royaume n'est pas de ce monde, alors que dans l'islam, il n'y en a pas. Il y a la communauté, l'Oumma, il n'y a pas de différence. Enfin, il y en a eu un pape qui est mort de ça. Il y a quand même un pape qui est mort parce que Philippe le Bel l'a fait gifler pour lui dire, maintenant, tu arrêtes d'intervenir dans le royaume de France. Oui. La religion chrétienne, au départ, aussi intervenait dans le temporel. Et maintenant, justement, ce qui est bien, c'est qu'elle n'intervient plus. Toujours, elle a fait la distinction. Elle n'intervenait pas de manière... Elle n'intervenait pas de manière violente. Alors, simplement, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'une fois qu'on a bien mis ça en place, cette idée de bien voir l'islam comme il est, et de savoir qu'il pose effectivement un problème, qui ne concerne pas tous les musulmans, parce que beaucoup n'ont pas cette vision de leur propre religion. Mais dans les textes, c'est possible de l'avoir. C'est même justifié de l'avoir. Alors, en revanche, ce qu'il faut éviter, c'est que notre pays subisse, dans le fond, deux descentes vers la barbarie. La première, c'est effectivement de reculer sur ce qui est un trésor pour nous, la liberté d'expression, la possibilité de tout pouvoir dire sans limite. Ça se restreint de plus en plus. Et deuxièmement, effectivement, à partir du moment où on sait qu'on peut tout dire, d'avoir une éducation, et là je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure par M. Ozols, c'est d'avoir une éducation suffisante pour savoir que la violence ne doit pas s'introduire dans les débats. C'est compliqué. Je voudrais vous poser une question pour faire avancer le débat. Comment expliquez-vous que la gauche soit restée silencieuse sur ce sujet-là et que finalement, on a peu ou pas entendu de personnalités de gauche ayant pris parti? Ça s'explique en un mot. On a entendu Marlène Schiappa prendre position, on a entendu Marine Le Pen prendre position, on a entendu Nicolas Dupont-Aignan prendre position, des membres du gouvernement, mais finalement, pas de... Où est la gauche morale ou la gauche intellectuelle? La gauche qui... Elle est soumise. Elle est soumise. Elle est soumise. Ça s'explique en un mot. C'est le terme intersectionnalité. C'est-à-dire comme la gauche moderne, comme les démocrates américains ou la gauche française, s'appuie sur les minorités. Au lieu d'avoir la majorité du peuple, comme on a gommé le peuple, désormais on additionne les minorités. Oui, donc on va pas attaquer la minorité LGBT. La fille en fait partie, semble-t-il. Mais on va pas attaquer non plus les musulmans, parce que ces gens qui sont vraiment n'ont aucune idée en commun, il faut pas les attaquer parce qu'ils ont tous les deux un point commun. Ce sont les minoritaires. Donc ce sont les damnés. Je partage entièrement ce point de vue, et je pense que la gauche, elle est prise à son propre discours, et c'est-à-dire qu'elle parle toujours, c'est toujours des mots, mais à un moment donné, les faits sont là, et là, en l'occurrence, on est dans un fait qu'ils ne savent pas gérer. Eux-mêmes, dans cette affaire, sont en dissonance cognitive. Mais c'est si compliqué que ça, que de rappeler un certain nombre de valeurs qui sont celles de la gauche, voire celles de la droite. En fait, quand vous avez des gens qui n'ont celles de la République.
Quand vous avez des gens qui n'ont pas de culture, qui n'ont pas les moyens de s'exprimer, parce qu'on leur a pas enseigné la façon de s'exprimer. Vous parlez des politiques de gauche ? Non, parce que franchement, vous exagérez, quoi. Non, je parle des deux personnes qui, en fait, sont des centaines de milliers tous les jours, on s'en fout plein la gueule pour des prétextes les plus futiles qui soient. Quand ils passent pas à la violence, c'est déjà pas mal. Mais, je veux dire, on a aujourd'hui une population qu'on a maintenue dans un sous-enseignement. Aujourd'hui, tous les socialistes que je connais, ils ont mis tous leurs enfants dans l'enseignement privé parce qu'ils ont participé à la destruction, éventuellement catholique, tout à fait. La plupart du temps, c'est catholique. Voilà, et parce qu'ils ont participé à la destruction de l'enseignement, c'est-à-dire on a refusé les codes, les machins, il fallait pas apprendre les règles de grammaire, etc. Ce qui est très drôle aujourd'hui, c'est que les Sénégalais qui viennent faire leurs études supérieures en France, ils ont conservé Jules Ferry, grosso modo, comme manuel scolaire. Ils donnent des cours du soir à leurs copains qui ne sont pas au niveau. C'est drôle, ça. C'est drôle, ça. Okay. La gauche, merci Cédar Senghor. François Bert. Disons que justement, pour sortir de ce discours, quand la politique n'est que discours, on vient dans la violence illimitée, avec ou sans grammaire d'ailleurs. Là où il faut beaucoup plus réfléchir à l'action. Par rapport à votre question, c'est qu'on est dans une logique victimaire, en fait. La gauche, mais d'ailleurs aussi la droite de plus en plus. Et dans une logique victimaire, donc en fait, on fait un échelon des victimes qui nous intéressent pour savoir de quel côté on se place dans le côté victimaire. Oui, là, il y aurait eu un tri qui aurait été fait. Voilà, et là-dessus, il faut se positionner dans une logique d'action. Et je reviendrai sur mon diptyque de départ, mais sachant que je n'en ai donné qu'un. Encore une fois, réagir à la peur en étant inflexible sur les choses non négociables. Et on avance en politique quand il y a des seuils qui sont non négociables et sur lesquels on tient. Et là, on ne tient pas. On tient pas notre position. Et de l'autre côté, d'avoir une proposition alternative. Parce que pour finir, moi, j'aimerais vraiment ouvrir le débat là-dessus. Le vrai sujet, c'est ce qu'on propose. C'est-à-dire que quelque part, indépendamment de Mila et de ce qu'elle a pu dire, etc., on est quand même à un niveau zéro de la qualité de l'échange. Et que quand on est en France avec l'héritage incroyable qu'on a, la puissance incroyable qu'on a, et plutôt que de parler de christianisme indéfiniment et d'opposer en idéologie, connectons-nous à sa puissance, à sa source inspirante, à la manière dont on a des siècles de gens qui ont été capables de générosité, que notre pays s'est hérissé parce qu'il y avait des hôtels-dieux, parce qu'il y avait des moines défricheurs, parce qu'il y avait des moines copistes, parce qu'il y avait des héros, parce qu'il y avait des saints, et c'est ça qui peut faire vibrer les gens, autrement plus sûrement qu'en s'emmerdant à commenter des sourates, parce que c'est ce dont les gens ont soif. Ok. Moi, je voudrais vous poser une dernière question. On a pas mal dépassé, mais je voudrais quand même aborder ce sujet. Mais qu'est-ce que va devenir Mila ? Parce qu'on voit bien qu'elle ne peut pas retourner dans son lycée, en tout cas pour le moment, et le rectorat est désemparé. Qu'est-ce que vous pensez qu'une jeune fille comme ça, qui a été excessive, mais qui a aussi été victime d'excès plus grands encore, qu'est-ce qu'elle peut devenir ? Moi, je trouve ça insensé. C'est qu'une jeune fille comme ça, parce qu'elle a critiqué une religion, se retrouve à se terrer chez elle et à plus trouver d'école. Et ça montre vraiment ce côté terrible. Alors, je pense que sa vie va rester un peu dangereuse. Et là, c'est absolument impardonnable aux politiques d'avoir laissé faire ça. Et pour revenir juste à 2 secondes, c'est impardonnable à la gauche qui était bouffeur de curés, maintenant de devenir soumis aux imams et de pas être capable de dire non, pas plus que la religion catholique, la religion musulmane doit s'imposer aux politiques et à la République. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de bon sens qu'il y a à avoir ? Elle a été excessive dans la forme, mais elle n'a absolument pas contrevenu à la loi, dans la mesure où elle a attaqué la religion. C'est pour ça que le parquet d'Isère a abandonné. Et non pas les personnes qui pratiquent la religion. Donc elle ne tombe pas sous le coup de cette loi 1881 qui a été effectivement beaucoup trop élargie. Donc ça, c'est important parce que de l'autre côté, on porte atteinte à sa liberté. Et il semblerait que l'État républicain soit incapable de faire respecter la liberté d'une personne. Vous vous rendez compte dans quelle société on est ? On fait un petit peu de politique fiction. Vous êtes encore député, vous êtes le député de la circonscription où cette jeune fille va à l'école. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour favoriser son retour dans une école ou dans une autre ? Qu'est-ce que vous auriez comme levier ? J'exige avec toutes les forces de police qui est nécessaire, qu'elle soit reçue dans son établissement sans aucun problème. Et que la moindre atteinte portée à son physique, bien sûr, mais même à son honneur, par des propos, soit punie d'une façon extrêmement sévère. Parce que là, en revanche, quand vous injuriez une personne, quand vous diffamez une personne, quand vous menacez une personne, ça tombe sous le coup de la loi. D'accord. Et c'est normal. J'entends ça. François Bert, qu'est-ce que vous feriez pour un... Je trouve que vous êtes aligné sur Vanessa ? Exactement aligné avec cette idée, et pour marteler encore, qu'on néglige encore une fois le fait que c'est des phases tests.
C'est-à-dire qu'au-delà de l'événement, Oui. chaque fois que ce genre de choses se produit et qu'on ne réagit pas, on enclenche, pour tout le monde le fait, que c'est possible et que c'est impuni. D'accord. Ça, c'est... Et que là-dessus, moi j'aime beaucoup parler en ce que j'appelle butoir main courante, c'est-à-dire des choses sur lesquelles on peut être souple et des choses sur lesquelles il faut être buté et être dans une logique non négociable. Ces genres de cas, ces signaux faibles, il faut en faire des cas d'école qui marquent les esprits. C'est comme ça qu'on fait de la politique. D'accord. C'est en rebondissant sur un événement grave, en faisant un lieu de retournement, au lieu de faire un événement subi. Merci François. Jean-François Ozol, vous êtes le dernier à... Voilà, écoutez, moi je pense que déjà, ce qui serait un petit peu normal de faire, c'est de prendre les protagonistes, de les réunir dans une même pièce et de les faire débattre avec des gens qui aient un vocabulaire et qui savent pratiquer la grammaire. Et je pense que on arriverait assez facilement à dégonfler cet abcès. Ils sont pas en croisade, là, ceux qui l'ont insisté. Je dis à dessein croisade et non pas djihad. Voilà, je pense qu'on peut les mettre autour d'une table et à commencer par là, à la conciliation. Parce que vous mettez des lois. Moi, j'ai un exemple tout à fait personnel, qui n'a pas de rapport direct, mais un locataire d'une partie agricole qui ne paye pas pendant 5 ans, le préfet qui refuse le recours à la force publique et qui ne paye pas non plus l'astreinte des loyers. Donc, si vous voulez, ça veut dire qu'il y a un état de déliquescence du droit de l'autorité administrative en France qui est total. Vous avez même je ne dirais pas lequel, mais un des présidents d'une cour d'appel de Paris qui a un logement dont il a renoncé à percevoir les loyers. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que nous sommes dans cette république-là. Elle recule. Ok. Constamment. D'accord. Très bien. Écoutez, ça a été un débat très riche. Je vous remercie. On se retrouve dans quelques secondes pour le sujet numéro 2. À tout de suite. Le Brexit est fait. Je dirais plutôt, oui, on a franchi l'étape du 31 janvier. Le Brexit est entré dans les faits. Mais alors, Philippe Murer va tout de suite me contredire en me disant, oui, mais il y a 11 mois de négociations. C'est vrai, et voire peut-être plus. Non, mais là, c'est joué. Tout est joué. Vous pensez que c'est joué ? Ok, donc moi, ma question, c'est, qu'est-ce qu'il y a après ? Qu'est-ce qu'il y a après pour l'Europe ? Qu'est-ce qu'il y a après pour l'Angleterre ? Et je vais donner la parole à Christian Vanneste, parce que Christian Vanneste, il a été longtemps député dans le nord de la France. Et dans le nord de la France, c'est une zone qui, historiquement, est en communication avec l'Angleterre, si ce n'est avec la Grande-Bretagne. Ah, c'est très vrai ce que vous dites, parce qu'il y a même dans mon pays, dans ma région, et dans l'ethnie à laquelle j'appartiens, c'est-à-dire les Flamands, il y a une très grande proximité avec les Anglais. Bien sûr. On aime les Anglais en général. Mais il y a des flux et vous savez, moi, millénaires de communication. J'avais des parents qui avaient connu donc, les deux guerres, en fait. Et ce sont toujours les Anglais qui ont libéré Tourcoing. Toujours. Il se trouve que stratégiquement, ce sont eux qui sont les premiers arrivés. Et pourtant, ils ont largué les amarres. Oui, mais oui, attendez. Justement. Quelle est la reine qui a pleuré quand elle avait perdu Calais ? Et qui ne s'est pas remis, Elisabeth II, non non, Elisabeth Ière. Oui, je sais pas, c'était plus elle, c'était pas... Marie. Non, c'est avant elle. C'était le drame total. Alors, la perte de Calais. Je suis désolé qu'on puisse pas couper cette partie de l'émission, parce que là, on est un peu hors sujet, François, à cause de vous. C'est Elisabeth Ière, et Calais avait été perdu auparavant. Donc, grâce à De Guise. Et donc, je reviens à ce que vous me demandiez, c'est-à-dire, parlons de l'après-Brexit. C'est bien ça. Bon. Je pense qu'il y a trois perspectives. La première est intéressante, elle est politique. C'est que, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup les Anglais, je pense qu'ils nous ont montré le chemin. C'est-à-dire qu'effectivement, je crois qu'ils ont montré aux Européens que c'était possible de quitter l'Union européenne, d'en finir avec cette technocratie abusive, d'arrêter ça, de reprendre notre souveraineté, notre liberté, c'est-à-dire de redonner place à l'initiative des peuples. Aujourd'hui, l'Europe est un continent qui oublie qu'il y a des peuples qui sont
La démocratie, comment voulez-vous avoir une démocratie si vous n'avez pas des peuples qui décident de leur destin? Christian Van Ness, les Anglais ont montré que c'était possible. Il faut aussi des règles. Alors des voilà règles ce que dit. de fonctionnement, des règles politiques. Merci monsieur Barnier. Okay. Moi j'ai honte quand je vois Barnier, que j'apprécie beaucoup dans le temps, lorsqu'il était élu gaulliste en Savoie. Je l'appréciais beaucoup cet homme. Quand je le vois devenu cette espèce de technocrate administratif qui dit à Boris Johnson, qui lui a été élu, Barnier n'est pas élu là où il est, il est désigné, c'est tout, qui ose dire à Boris Johnson, il faudra respecter les règles. Quelles règles? Quelle règle le peuple a choisi? C'est tout le sujet, Christian Van Ness. Tout le problème est là. Tout le problème est là. L'Europe veut imposer ses règles sociales, fiscales, réglementaires au peuple anglais. Eh bien, si le peuple anglais décide de ne pas les respecter sur tel ou tel plan, par exemple dans le domaine des échanges commerciaux ou dans le domaine de l'immigration, eh bien, il a le droit, le peuple anglais. Voilà. C'est bien à propos de ça dont il s'agit. Il y a mais 650... l'Europe a le droit également d'avoir des règles. Oui, mais il faudra négocier. Là, je me permets. Il faudra montrer, je termine rapidement, il faudra justement que les peuples soient assez dignes en Europe pour montrer que ils respectent l'Angleterre parce qu'elle a repris ses libertés. Ok, Philippe Murer. Mais économiste et souverainiste. L'Union européenne se fout de la gueule du monde. Elle signe des accords de libre-échange avec des pays d'Afrique, avec l'Équateur, avec des pays d'Amérique du Sud, avec tous les pays du monde, avec le Vietnam récemment. Vous voyez qu'ils ont les mêmes règles de circulation des personnes, les mêmes règles sanitaires, les mêmes règles environnementales. Mais non, pas du tout. Donc quand Barnier dit, en fait, vous devez garder les mêmes règles pour faire un accord de libre-échange, il se moque du monde. Il veut continuer à imposer à la démocratie britannique, au peuple britannique, cette machine bureaucratique qui opprime. Alors, moi, j'aimerais bien vous dire quelque chose quand même. Il y a quelque chose de très intéressant qui se passe. C'est qu'en fait, je pense que là, nous sommes à la fin de 40 ans de thatchérisme et de néolibéralisme qui s'est imposé. On est à la fin. Ça, c'est les propositions. Vous parlez des propositions de Johnson. Boris Johnson, les décisions, des choses comme ça. Les décisions. Elle était très bien, Thatcher. Qu'est-ce que vous avez contre Thatcher? Oui, enfin, elle a mis quand même une misère et un taux d'inégalité tellement dramatique. Elle était peut-être pas si mal à l'instant T pour l'Angleterre. Elle a relevé son pays. À cet instant T, mais maintenant c'est une catastrophe. Et il faut voir quand même qu'il a augmenté entre deux, forcément. Non, mais voyons, Boris Johnson a augmenté de 6% le SMIC. Et on peut que s'en réjouir en Angleterre. Le SMIC anglais va passer au-dessus du SMIC français. C'est une mesure énorme. Philippe Murer, il faut quand même maintenant des règles de fonctionnement entre l'entité Europe et la Grande-Bretagne. Mais comme on les fait avec... Non, mais il n'y a aucun problème. C'est ça l'objet des 11 mois qui viennent. On va faire un accord de libre-échange. On va faire un accord de libre-échange comme on l'a fait avec tout le monde. C'est absolument pas un problème. On en a fait avec le Canada, on en a fait avec l'Équateur, avec l'Afrique. Il n'y a aucun problème. C'est pas le même niveau d'échange qu'il y a entre la Norvège, ça, vous avez raison. La Suisse, le Canada. Ça, vous avez raison. On a juste tout à perdre en Europe et tout à perdre en France. On a un niveau d'échange très important. On a un excédent commercial, la France et l'Europe, énorme sur le Royaume-Uni. Oui. Si on veut jouer au malin et embêter les Anglais, on va tout perdre et punir les peuples et les industriels. Alors, très bien. Je prends l'exemple des pêcheurs. On voit, c'est l'exemple d'actualité, les pêcheurs qui s'inquiètent de perdre le droit de pêcher dans les eaux britanniques. Or, si les eaux britanniques sont réservées... C'est 30% de leur pêche, 30% de leur capture. C'est gigantesque. Or, la Grande-Bretagne exporte, je crois, 80% de ses poissons vers l'Europe. Donc là, il y a quand même l'objet d'une négociation. Mais il y a pour que les Français continuent à pouvoir pêcher dans les eaux britanniques et les Britanniques à exporter Alors, il n'y aura aucun problème. Donc c'est comme avant. Je finis juste 2 secondes. Il n'y a aucun problème, mais il faut juste respecter les Anglais. Et à partir du moment-là, ils veulent un accord de libre-échange et il y en aura un. Par contre, Boris Johnson était très clair. Arrêtez de nous faire croire qu'il faut 2 ans pour négocier un accord. On négocie depuis 3 ans. Maintenant, à la fin de l'année, il y aura accord ou il n'y aura pas d'accord. Si la Commission européenne joue à la baline là-dessus, elle va suicider le peuple européen. Autrement dit, vous pensez qu'il y a encore la possibilité d'un hard Brexit? Non, parce que comme il dit, de toute manière, je fais un hard Brexit sinon, ça veut dire que la Commission européenne et l'Union européenne plieront. Barnier a dit il y a 650... traité à revoir, il n'y arriverait pas en 11 mois. Autrement dit, une fois de plus, il essaie d'encadrer la liberté anglaise, ce qui est insupportable. Dans 11 mois, ce sera réglé. Jean-François Ozon. Vous avez raison. Oui, alors moi, si vous voulez, pour cette histoire de Brexit, ça me fait quelque part un peu rigoler. Napoléon III avait déjà essayé d'imposer une monnaie commerciale en Europe. Donc les Anglais l'ont détruite. Oui. Donc je n'ai jamais cru un seul instant que les Anglais viennent en Europe pour y rester. Ils sont venus pour faire rentrer leurs pions de la Ligue hanséatique, c'est-à-dire Lituanie, Estonie et compagnie, Chypre
c'est pareil, une grosse lessiveuse pour l'argent sale. Et on a la même chose pour, comment ça s'appelle bon, enfin, je ne vais pas perdre de temps. Les Anglais, qui c'est qui dirige, qui possède l'Angleterre? Je pense que vous parlez de Gibraltar. Non. Gibraltar, ça va être non, mais les Anglais, ils en sont restés en termes de capitalisation au Moyen-Âge. Il y a quelques familles qui partagent l'Angleterre. Moi, je connais une famille britannique qui gère 4700 appartements meublés à Londres. Oui. Compte tenu des loyers, vous voyez combien ça fait de cash tous les mois. Ils ont le pouvoir d'une multinationale. Absolument. Bon, donc, qu'est-ce que ces gens qui, en plus, jouissent du fait qu'ils n'ont pas de constitution? Oui. Croyez-vous un instant qu'ils allaient se laisser imposer une constitution par l'Europe? Mais certainement pas. Autrement dit, ils étaient à peine un pied dedans, ils ont maintenant un pied dehors. Mais non, ils ont fait rentrer suffisamment de gens en Europe pour la rendre ingouvernable. Oui. Ils ont aidé à pousser à l'excès tout ce qui est normes réglementaires, mais ça se fait quasiment tout ça. Il ne faut quand même pas oublier que la Commission européenne, c'est un projet nazi à l'origine, et que le premier président de la Commission européenne était un nazi sauvé de la casse par les Américains. Vous parlez de qui? De Robert Schuman? Walter Einstein. Ok, pardon. Bon, donc, si vous voulez, Robert Schuman, le but du jeu, c'était d'une manière légaliste de rendre les peuples prisonniers. Oui. Bon. Les Anglais, bien sûr qu'ils n'avaient pas leur place là-dedans. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait rentrer, il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, le yuan comme monnaie de réserve. Pourquoi ils n'ont pas mis Huawei dehors? Parce qu'évidemment, ils vont s'appuyer sur la Chine pour nous enfoncer et pour enfoncer notre monnaie. Par Hong Kong. Hein? Vous voyez vraiment le Royaume-Uni comme des ennemis, quoi. Mais non, mais attendez, monsieur, il faut... Attendez, excusez-moi, mais quand l'histoire de la finance, ce n'est que ça. C'est-à-dire... Autrement dit, bon débarras? C'est pas du tout bon débarras. Et à nous de mettre des protections. Mais c'est pas mais non, les protections, vous les mettrez pas, les protections. Quand vous jouez avec la masse monétaire chinoise, plus le fait que vous avez quand même, c'est la plus grande lessiveuse d'argent sale de la planète, Londres. Il y a l'ancien président de la HSBC qui l'a rappelé il y a pas très longtemps. Bon, vous avez donc une force financière colossale et vous allez pouvoir faire plier l'Europe. Tout simplement. Moi, je pense que c'est son talon d'Achille, la City, justement. Parce que la City, là où on peut faire mal à l'Angleterre, c'est pas sur les industries, parce que là, c'est nous qui allons avoir le plus mal. C'est par la City. Avec la capacité à exercer des pressions sur la City. Non, la prochaine crise, on va avoir besoin de cash, et qui va nous le fournir, à votre avis? Le cash, c'est la Banque centrale qui le fournit, monsieur. Non, mais là, le cash, c'est la Banque centrale, vous rigolez. Bien sûr. Mais les banques, elles vont pas se refaire avec la Banque centrale. Bien sûr qu'en cas de crise, monsieur, c'est la Banque centrale qui traite. Ça joue un petit peu, sauf que je pense qu'actuellement, on en est avec une masse monétaire virtuelle mondiale qui est tellement énorme qu'à un moment donné... Un peu plus, un peu moins. Hein. Oui, non, mais d'accord, mais à un moment donné, ça se termine. Et je pense que les Anglais, ils jouent cette carte-là. Ça se termine par des grosses bulles qui éclatent, en général. Et voilà, et qu'ils vont tirer un très grand profit de ce qu'ils ont mis en place là. Parce que nous ne pourrons pas faire d'accord de libre-échange simple avec la Chine. Eux, si. Oui, je ne suis pas sûr que c'est leur intérêt parce qu'ils ont une politique quand même sociale. Si je peux me permettre 3 secondes, c'est vraiment important. La direction que prend Boris Johnson, contrairement à certains qui croyaient que ça allait être un ultra-libéral. Donc, première chose, c'est sûr qu'il a pris le contre-pied. Deuxième chose, renationalisation du rail, qui est un échec total en Angleterre. Il le renationalise. Je finis. NHS, il va mettre 34 milliards de livres sterling par an de plus sur la NHS. Donc NHS, c'est le National Health Service, c'est ça? Voilà, c'est les hôpitaux et la santé publique britannique. Donc c'est tout sauf une politique à la Thatcher. C'est l'inverse. On change de dimension. Et donc quand on fait ça, on ne signe pas en même temps des accords. Je pense que Boris Johnson est quelqu'un de très brillant. Il ne va pas en même temps signer des accords commerciaux pour baisser les droits de douane avec la Chine, ce qui veut dire que le salarié britannique va être en concurrence avec le salarié chinois. Je pense qu'en tout cas, s'il le fera, ça sera dans son intérêt. Il y a d'autres formes de partenariat financier, économique que celui-là, que de baisser les droits. Vous prenez le cas, par exemple, je prends un cas bête, mais c'est les General Electric et Safran. Ils fabriquent très bien un moteur, ça se passe très bien. Donc, je pense que le Boris Johnson va mettre en place ce genre de politique avec la Chine et qui ne sera pas emmerdé par 36 000 règlements qui changent tous les jours. Bon, moi, je vous cite un exemple. Une boîte, 450 employés en France. 20 millions de travaux de mise en conformité normative. Bon, les Américains, très bonne main-d'œuvre, tout, etc. Ils mettent les 20 millions sur la table. 1 an et demi après, l'ADRIR vient taper à la porte pour 700 000 balles de mise à jour de conformité. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont viré les 450 mecs qui sont barrés ailleurs.
Bon. Et ça, c'est l'Europe qui les impose. Cela dit, messieurs les économistes, je vais vous céder la parole, François Bert. Il y a quand même une histoire. Il y a par exemple l'automobile. L'automobile, une boîte de vitesse fait plusieurs fois l'aller-retour entre le continent et l'Angleterre. Oui. Si l'industrie automobile britannique veut continuer, il va bien falloir qu'il y ait un accord comme avant. Si comme tout fonctionne en flux tendu, si ça s'arrête, mais il y en aura des accords. Les entreprises de fabrication automobile vont être transférées sur le continent. C'est pour ça qu'il y aura un accord, sans problème. Il y aura un accord. Il y aura un accord, c'est l'intérêt de tout le monde. Donc à quoi ça sert de quitter l'Europe si c'est pour faire... Il y aura un accord, mais il n'y aura plus les normes. Déjà, ça sera pas... Attention, il y aura un accord, mais il pourra y avoir des droits de douane sur certaines choses, et pas sur tout. Parce qu'on peut moduler. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il n'y aura pas forcément cet écrasement par les normes réglementaires, cet écrasement par une machine bureaucratique qui est autoritaire et qui oppresse les peuples, comme le disait M. Vanès. Et toute la question, c'est aussi surtout l'énorme renouveau de la démocratie. Félicitons-nous de cela. De Gaulle disait... Et là-dessus, je veux dire, De Gaulle disait « La démocratie se confond exactement avec la souveraineté ». Todd disait récemment quelque chose de très intéressant. Il dit « Notre démocratie aujourd'hui, Emmanuel Todd, c'est parler librement, c'est voter librement, mais par contre, on ne peut plus agir librement puisqu'on est complètement contraint dans notre capacité d'action par l'Union européenne. Donc, on n'est plus en démocratie représentative, c'est clair. Et là, il y a un énorme renouveau démocratique. Moi, je souhaite que la France suive l'Angleterre et qu'après le Brexit, on ait le Frexit, je pense. Alors, il y en a un qui a été très sage, c'est François Bert, j'ai remarqué. Merci François. Donc là, je vous cède la parole. Discipline. Allez-y, oui. C'est un ancien militaire. Moi, je pars, déjà par principe, justement, en tant qu'ancien militaire, il faut se méfier des Anglais. Ça, c'est quand même un principe de base. La perfide Albion, c'est pas pour rien. Et c'était tellement bon de pouvoir les battre dimanche là. Oui, vous parlez de rugby. On boude pas une grosse claque. Ils ont quand même pris le point de défense. Le problème, c'est qu'historiquement, ça a plutôt été l'inverse. Oui, mais justement, ça fait du bien. C'est quand même eux qui sont venus nous aider aussi. Voilà. Vous savez que quand on fait le classement des batailles gagnées par pays, c'est la France qui arrive en tête devant l'Angleterre. Ah oui, d'accord. Il faut le dire quand même. Donc, par principe, et ne pas oublier que les Anglais sont plus atlantistes qu'européens et que ils ont depuis toujours, et là je vous rejoins tout à fait, été très clairs dans ce qu'ils voulaient. C'était l'auberge espagnole. Enfin, ils prenaient vraiment ce qu'ils voulaient. Ils ont toujours eu leur petite négo, mais ils n'étaient pas du tout dans une logique européenne. Piochés dedans. Et voilà. Et pour moi, c'est pour ça que certains disent qu'en réalité, ils sont sortis, mais comme ils n'étaient jamais vraiment rentrés, il n'y a pas beaucoup de différence. C'était un peu inéluctable. Bon, c'est une première chose. La deuxième chose pour moi, c'est ce qui me frappe, c'est l'immaturité de l'Europe. C'est-à-dire que on a l'impression d'un groupe de collégiens qui boudent et qui pleurent parce qu'il y a un copain qui s'en va au lieu d'être en ordre de marche sur quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'il pourrait vouloir. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a structurellement quelque chose qui ne peut pas fonctionner dans la construction européenne. C'est qu'on a des institutions extrêmement lourdes qui sont centripètes dans leur attente. Ils vivent que pour elles-mêmes. Oui. Et plus on augmente des couches de technocrates, et plus ça vit que pour elles-mêmes dans une auto-justification. Et de l'autre côté, un mouvement centrifuge des peuples qui veulent chacun aller vers leur politique, tout simplement, parce que la politique d'un État est dans sa géographie. On a déjà pu évoquer ces sujets-là. Vous prenez que le sujet du terrorisme. Vous voyez très bien qu'il y a une grosse partie des Européens qui n'est pas du tout concernée par le terrorisme. Vous prenez les histoires de population immigrée, je vous donne juste un chiffre. Vous voyez, en France, c'est 26% de population immigrée ou d'origine immigrée, tandis qu'en Pologne, c'est 3%. Donc vous avez, dès le départ, des disparités telles que vous ne pouvez pas avoir un alignement dans la recherche. C'est difficile de comparer la Pologne et la France, vu que l'un a vécu derrière le rideau. Et mais il n'empêche que vous avez une institution. La France et la Suède. Voilà. Vous avez une langue et une façon de penser qui n'est pas la même. Et puis des attentes, des tropismes, etc. Donc vous avez dès le départ quelque chose qui est à la fois manifestement pas fait pour être en ordre de bataille, et de l'autre côté, vous avez quelque chose pour moi d'assez immature. C'est vraiment ce qui me saute aux yeux. On dit de la gueule alors qu'il y a des enjeux de puissance. Et là, François, je vais vous provoquer parce que certains disent qu'au contraire, l'Europe a été très mature dans la négociation. C'est-à-dire que l'Angleterre essayait de faire tout pour la... Alors, je sais que je vous fais rire, mais laissez-moi aller jusqu'au bout. Et après, vous allez me dire en quoi je suis drôle. Mais certains disent que l'Europe a été très solide dans la négociation, puisque l'Angleterre cherchait à la fractionner, et en réalité, elle est restée unie pour négocier jusqu'au bout avec l'Angleterre. Je peux finir simplement sur cette réflexion-là, c'est que j'aimerais arriver là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, le cœur du sujet, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on est très bon pour indéfiniment commenter les choses, mais on ne réfléchit jamais sur notre volonté propre. Le sujet, tôt ou tard, moi, c'est pas ce que veulent faire les Anglais,
grand bien leur face, mais je sais qu'ils ont leur politique et c'est pas la nôtre. C'est ce qu'on veut faire nous. Oui. Et là-dessus, et là, pour moi, l'Europe, nous la France, ou nous l'Europe. Nous la France. C'est-à-dire que là-dessus, l'Europe, c'est la machine du dérisoire. C'est une énorme machine qui se prend la tête sur du marginal alors qu'il y a des choses clés. Et la base, c'est ça. Il y a une image qui est claire et qu'on répétera jamais assez, c'est qu'il faut que celui qui tienne le marteau soit aussi celui qui tienne le clou, parce qu'on tape pas pareil. Et donc, forcément, plus on est proche d'un territoire avec une unité de temps, de lieu d'action comme au théâtre, et plus on fait les choses comme il faut. Et la deuxième chose, c'est que, là, je vous ramènerai en tant qu'ancien militaire au principe de la guerre de Foch. Il y en a 3. Liberté d'action, économie des moyens, concentration des efforts. Liberté d'action, on l'a pas. On est complètement ankylosé. Économie des moyens, liée d'ailleurs à l'économie d'action, vu la manière dont on est endetté, etc., on est complètement dépendant de la Banque Centrale Européenne. On est complètement lié aussi, même si on a trouvé des moyens proportionnels à notre propre esclavage, en fait. Et puis, concentration des efforts. C'est le sujet. Si je fais le lien, encore une fois, avec ce qu'on disait tout à l'heure de l'affaire Mila, etc., c'est que, tôt ou tard, un pays a des priorités qui sont à hauteur d'homme, à portée de main, et il doit pouvoir, cette liberté d'action, de concentrer momentanément ses efforts dessus. Ouais. Aussi sûrement qu'au niveau local, on est capable de prendre un commissariat en entier, de dépoiler momentanément certaines choses pour assurer la sûreté d'une école, parce qu'il faut en faire un cas exemplaire. Okay. Et de la même façon, dans un pays, quand il y a des choses prioritaires... Il nous reste 2 minutes. Il nous reste 2 minutes, François. Moi, je crois que l'Europe a tout fait pour que le Brexit n'ait pas lieu, en fait. Et ça dure encore maintenant. Je voudrais en prendre comme preuve Donald Tusk. Oui. Donald Tusk, qui a joué un rôle tout à fait essentiel pour bloquer le processus du Brexit. Bon, maintenant qu'il n'est plus dans la position qu'il avait, qu'a-t-il osé dire ? Il a dit que si l'Écosse prenait son indépendance, les 27 pays européens l'accueilleraient avec joie, avec enthousiasme, il a dit. Ce qui est absolument scandaleux, parce que c'est carrément susciter le divorce de l'Écosse. Vous vous rendez compte quelle irresponsabilité ? C'est surtout pas possible politiquement, puisqu'il y a une file d'attente dans laquelle l'Écosse devrait se positionner. Et l'Écosse qui, de toute façon, respecte de moins en moins les normes européennes, notamment en ce qui concerne son déficit budgétaire, qui n'empêche que c'est quand même un débat qui a lieu en Angleterre, l'Écosse voulant partir. Alors qu'il y a déjà le problème de la Catalogne, cet imbécile ose parler de l'indépendance de l'Écosse. Donc on se rend bien compte là-dedans, dans cet exemple-là, que l'Europe est une machine à détruire les nations, en fait. Et c'est la raison pour laquelle il faut en sortir le plus vite possible. Je peux faire un tout petit mot sur le peuple britannique. Je voulais rendre hommage au peuple britannique, qui sait ce qu'il veut, qui sait l'imposer. Parce que pourquoi... Ça n'a pas été si large que ça, Philippe, quand même. Alors je vais vous donner... C'est un peu facile. Si je peux me permettre, le moment clé, en fait... Ça a mis 3 ans, quand même. Oui, mais ça, c'est Theresa May et les élites qui étaient en train de foirer. Parce que Theresa May est pas du tout... Elle est plutôt europhile, donc évidemment, elle a négocié très, très mal. Donc là, le peuple se retrouve dans une impasse au moment des élections européennes. Que fait le peuple britannique ? Est-ce qu'il fait comme le peuple français qui s'est permis de voter vert à 15%, alors que ce n'était pas du tout le sujet ? Non, il a voté à au-dessus de 30% pour le Brexit Party, et il a mis le parti, le plus grand parti britannique avec les travaillistes, donc le Parti conservateur, au tapis à 9%. C'est pour ça que le Parti conservateur est absolument obligé de complètement changer, d'arrêter avec les Theresa May et les europhiles, et de mettre Boris Johnson au pouvoir. Et c'est là où ils réussissent le Brexit. C'est le parti politique le plus intelligent d'Europe. Oui, mais c'est aussi le peuple peut-être le plus intelligent et le courageux d'Europe aujourd'hui. Malheureusement, j'aimerais bien que ce soit le français et qu'on se redresse. Et derrière, quand Boris Johnson est là, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne le met pas à 9%. Le peuple anglais dit « Boris Johnson nous mène bien et nous aide bien dans ce Brexit et fait les choses parfaitement bien. On le met à 40%, on lui donne une majorité. » Il a été exemplaire et courageux, le peuple britannique. Jean-François, vous allez avoir le mot de conclusion sur ce débat. Juste par rapport à Jean-Maurice, ce qu'ils disaient, messieurs, c'est qu'en fait, les conservateurs britanniques veulent pouvoir continuer à chasser la grouse tranquille. En Écosse, vous voulez dire. En Écosse. Ils ont de somptueuses propriétés. Vous savez depuis quand il existe, le Parti conservateur ? Je ne sais pas, non. Le groupe Tory existe depuis le XVIIe siècle. Le Parti conservateur a été fondé, je pense, vers 1860. C'est le plus vieux parti d'Europe. Or, ces gens ont survécu à tout. Et à chaque fois, ils ont réussi à s'adapter. Est-ce que c'est pas des transformistes ? Non, parce qu'ils ont besoin, parce qu'ils ont quand même d'énormes intérêts et fonciers et financiers à défendre. Donc ceci explique cela, tout à fait. Alors nous, par contre, ce que j'aimerais bien par rapport à tout ça, c'est qu'il faudrait qu'on peut-être un jour en sorte de l'histoire
je fais de la croissance, je me paye des taxes carbone, donc je m'endette, et si je ne me fais pas de croissance, je m'endette tout court. Donc finalement, ce sont qui ? Ce sont toujours les mêmes qui nous prêtent des thunes. Voilà. Donc tous les pays du monde sont ultra endettés. Il faudrait quand même qu'un jour l'Europe sorte de cette logique et qu'on veuille bien, effectivement, peut-être, pourquoi pas faire une Europe un peu restreinte avec uniquement un certain nombre de pays, mais qu'on arrête de sortir, de mettre dans l'Europe... C'était la thèse de Balladur, ça. Une armée de vaches et de sapins qui a un droit de veto, quoi. Allez, et surtout déclencher, encore une fois, par les événements et par le terrain, les coalitions européennes momentanées, et je vous avais fait part de ce lapsus que j'ai pu entendre quand même de quelqu'un de la Commission européenne qui m'a dit, sur ce sujet, c'était sérieux, donc c'était sensible, donc on l'a fait en bilatéral. Intéressant. Ça, c'est pas mal. Et là, on n'a pas besoin de l'Union européenne pour ça. Intéressant. Allez, c'est le mot de conclusion. Merci pour cette citation, François. On se retrouve dans quelques secondes pour le 3e et le dernier sujet de cette émission Tête à Clash. À tout de suite. Troisième et dernière partie de TV, de Tête à Clash sur TV Liberté. Alors, l'histoire, c'est l'histoire de Macron, qui est allé, donc notre cher président, au Festival de la BD d'Angoulême, festival annuel, qui est une célébration du 8e art, ou du 9e art, je ne sais plus, 7e art, bon bref, vous allez chercher sur Google, dans tous les cas, c'est peut-être le 9e art. Mais, bref, et il s'est fait, alors, piégé, je ne sais pas, dans tous les cas photographié avec un t-shirt qui lui avait été donné par un dessinateur, où il y avait marqué BD 2020, et il y avait le L devant, donc lanceur de balles de défense, et Macron a posé avec ce t-shirt. Mais moi, je voulais parce que ça a quand même suscité pas mal de réactions. Il y a eu les syndicats de police qui ont dit que c'était une insulte, en gros, à ce que vivait la police sur le terrain. Et d'un autre côté, le président s'est défendu en disant qu'il était dans sa position, qui était un défenseur de la liberté, d'un homme qui était capable de dire qu'en France, on pouvait faire une chose, en faire une autre, et que tout ça, c'était la synthèse de l'esprit français, et qu'en plus, ça ne disait en rien qu'il soutenait ceux qui reprochaient à la police ces violences, puisqu'il disait au contraire que ces violences avaient été légitimes, puisqu'elles étaient la réponse aux violences de la rue. Voilà, j'espère vous avoir fait une synthèse compréhensible. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a tort ou raison de reprocher au président Macron le fait d'avoir posé avec ce t-shirt? Philippe? Ah oui, moi je trouve qu'il y a un manque de décence de la part d'un président, un manque de respect envers des gens qui ont quand même eu la vie brisée. 25 personnes qui ont perdu un œil, qui sont éborgnées, 70 pratiquement qui ont eu une balle de lanceur de balles de défense de LBD dans le visage, donc avec des mâchoires brisées, etc. Là, vous parlez des gilets jaunes, en gros, des manifestants pendant cette année. Oui, puis maintenant aussi des pompiers, des manifestants sur les retraites aussi. D'accord. Et donc, aller se moquer, s'amuser autour de sujets, moi je trouve que c'est un manque de respect, de décence, mais moi j'y vois même une certaine perversité. Une perversité du président de la République? Ah oui. Moi je dirais une immaturité incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est incroyable, c'est de voir que pour peu qu'on puisse porter le projecteur sur lui, il est capable d'avoir des positions complètement inconséquentes. C'est-à-dire que déjà, ce genre de choses, ça doit se régler autant. Ces familles-là, ça doit se régler dans l'action, dans la manière dont il y a des choses qui doivent être faites, en particulier pour ces personnes-là. Mmh. Mais là, se servir du fait qu'il est en vue pour mettre ça en disant « je défends », c'est complètement inapproprié. Il est là pour porter l'État, et donc à partir du moment où il porte l'État, par principe déjà, il défend sa police, même s'il a une IGPN qui fait son travail par ailleurs. Et il peut avoir une action de réconfort par rapport à des par rapport à des victimes. Mais à partir du moment où il représente l'État, il est absolument inconséquent pour lui de poser avec ça. Et pour moi, c'est tout le problème de Macron, hein, j'ai pu le dire ici aussi souvent, c'est que c'est un intermittent de l'éclat. Il fait des Macarena du futile. Il passe son temps à danser sur des choses dérisoires, absolument sans lien les uns avec les autres, pour peu qu'on parle de lui. Ça va être Jérusalem, où il fait Chirac en recraché. Ça va être la guerre d'Algérie, où il joue sur des sujets extrêmement sensibles, simplement pour qu'on puisse dire « tiens, il a dit quelque chose de différent ». Quand on regarde la trajectoire,
Et je finirai là-dessus. Vous regardez, un chef se mesure sur une trajectoire et pas sur le point. C'est pour ça que l'intermittence de l'éclat, ça ne marche pas. Et qu'il faut avoir une mesure de l'action politique qui se fasse par les faits dans la durée, avec beaucoup de silence, et avec une prise de parole rare, et avec une prise de parole sur les sujets qui le méritent. Là, on a tout l'inverse. On a quelqu'un qui nous fait vomir tellement il va sur des sujets différents pour peu qu'on parle de lui. Alors, Jean-François Ozol, est-ce que ce sujet, finalement, il n'est pas en rapport avec le premier sujet de cette émission, c'est-à-dire cette jeune fille, Mila, qui réclamait, ou dont on dit qu'elle a le droit au blasphème, elle a le droit à l'insolence, elle a le droit à avoir une position qui clash avec un certain nombre de positions plutôt conservatrices. Est-ce que c'est pas de ça dont il s'agit, cette liberté de parole ? Écoutez, moi, je dois dire que je partage tout à fait le sentiment, qu'on est dans une pitrerie absolument indigne d'un chef d'État. Mais par contre, sur le fond, il y a quelque chose qui me gêne beaucoup derrière tout ça. Sauf erreur, des informations que j'ai, les forces de police ont reçu l'ordre de tirer dans la tête des manifestants à moins de 10 mètres. Ce qui est contraire aux règles d'usage des LGBT. Et là où c'est encore plus grave... LBD. Oui. Excusez-moi. J'essayais de raccrocher les wagons de ce que j'avais entendu. Oui. Et par ailleurs, j'ai eu la chance de participer à une soirée il y a quelques années avec des officiers des CRS, pour tout dire, et qui, suite avaient demandé qu'on leur fasse une charte de la désobéissance. C'est-à-dire, qui servirait parce à quoi ? qu'ils ont dit, dans le cadre du procès Papon, vous êtes bien gentils les gars, mais vous nous envoyez justement tirer des munitions dans la tête des gens, etc. Mais nous, après, qui nous dit qu'on ne vient pas nous chercher sur la responsabilité individuelle. Donc, ces officiers, alors j'ai été assez étonné, les officiers, CRS, en tout cas que j'ai rencontrés, sont des gens extrêmement cultivés, qui passent une grande partie de leur journée à lire et qui sont tout à fait... ouverts et compétents dans de très nombreux domaines. C'est tout sauf des imbéciles. Et ce qui est par contre très étonnant, c'est que, à ma connaissance, il n'y a aucun membre des forces de l'ordre qui a fait usage de ce droit de retrait. Il y en a un de droit de retrait ? Oui, parce que justement, ils ont demandé, ils disent, Papon, vous venez le chercher 40 ans après, mais qui nous garantit qu'on va venir nous chercher aussi ? Parce qu'on a maintenu l'ordre dans des conditions bizarres. Donc, ils ont obtenu... Il y a une charte de la désobéissance qui est parfaitement codifiée. Donc, le droit de refuser d'exécuter les ordres. Or, il n'y a aucun... à ma connaissance, encore une fois, parce qu'on est quand même dans le brouillard. Il n'y a aucun membre des forces de l'ordre qui a refusé d'utiliser ces balles de caoutchouc d'une manière qui n'est pas conforme aux prescriptions. Ce qui semblerait contredire le fait qu'on donnait le droit à la possibilité de tirer à moins de 10 mètres dans la figure des manifestants. Parce que si ça avait été le cas, il est probable qu'ils se seraient opposés à ces consignes. Non. C'est vrai qu'ils doivent tirer à l'horizontale, sous l'horizontale, vers le bas, et ils tirent clairement vers le haut. Il n'y a pas eu 80 personnes qui sont ce sont les ordres qu'ils ont reçus, paraît-il. Alors, encore une fois, je ne suis pas... Je peux me permettre d'abonder. Je suis allé à une... Parce que le vrai problème Pourquoi on a tous ces problèmes ? C'est parce qu'il y a eu quelque chose d'extrêmement vicieux qui a été fait, c'est qu'on a laissé les Black Blocs venir dans les manifestations. Linda Kebab, qui est une policière... On les a laissés ou on les a fait venir ? Je pense qu'on les a invités. On les a laissés. Je pense aussi. Alors moi, j'irais jusque... De toute manière, ça ne change rien, fondamentalement. Ils sont venus dans les manifestations. Linda Kebab, donc syndicat de police, disait... Je sors de mon droit de réserve, je prends des risques, mais parce que là, ça devient trop compliqué pour la police. En fait, je suis obligé de dire qu'avant, on les empêchait de venir. On les arrêtait préventivement avant les manifestations parce qu'ils appellent à la haine sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on les laisse faire. Et là, le problème, c'est qu'on les a laissés venir. Et pour vous dire, dans une manifestation, je suis allé voir plusieurs responsables de CRS. Parce que je voyais des Black Blocs qui balançaient des antifas, c'est à peu près pareil, qui balançaient des cailloux sur la tête des policiers. Ils étaient à 10 mètres. Et je leur disais, pourquoi vous laissez ces gens perturber ? Pourquoi est-ce que vous intervenez pas ? Il me dit, je n'ai pas le droit d'intervenir tant que j'ai pas d'ordre. Donc vous voyez, il laisse derrière, au-dessus, les policiers se faire caillasser, et puis d'un coup ils disent, chargez tout le monde. Ok, on va revenir à ma question quand même. C'est la position du président de la République, Christian Vannès, vous vous êtes pas expliqué. Alors, moi je pense que ça met en lumière finalement le profil extrêmement particulier de Macron, qui en l'occurrence se révèle être une sorte de gaffeur compulsionnel. Ça a commencé très tôt, vous savez, ça a commencé avec ces gens qui ne sont rien, avec les Gaulois réfractaires, avec les illettrés, avec les alcooliques, etc., etc. Et ça a continué tout le temps, en fait.
il n'arrive pas à se contrôler à certains moments. Vous voulez dire qu'il y aurait un surmoi qui aurait le contrôle, en fait. Complètement. Et là, en l'occurrence, si vous voulez, il s'est pris le pied dans le tapis entre deux choses. Un, son cynisme, qui consiste effectivement à se dire plus il y aura des incidents avec les Gilets jaunes, plus le parti de l'ordre me rejoindra. Donc effectivement, il faut laisser les Black Blocs rentrer dans les manifestations. Ce qui fait d'ailleurs que les vrais Gilets jaunes sont partis pour laisser la place à l'extrême gauche au fur et à mesure des manifestations, des samedis qui se succédaient. Et brusquement, voilà que ce monsieur qui a eu le soutien pratiquement aveugle de la police, et même dangereux, ce soutien, eh bien... crache sur la police avec ce terrible maillot qui finalement accuse la police d'une certaine forme de sadisme ou de brutalité. Vous pensez que c'est une gaffe? Oui. Ou vous pensez qu'il savait ce qu'il faisait écoutez, et que c'était un message qu'il envoyait à sa gauche? Ça pourrait être interprété comme ça. Non, en fait, manifestement. Je vais vous donner un autre exemple extrêmement récent. Très récemment, il a cru devoir parler de la nécessité pour l'assassin de Mme Halimi de passer devant les tribunaux. C'est une gaffe épouvantable parce que ce dossier est actuellement devant la Cour de cassation. Un président de la République n'a absolument pas à se prononcer sur un dossier qui doit passer devant la Cour de cassation. Et il ne peut pas le faire exprès. Il ne le fait que parce qu'effectivement c'est un gaffeur compulsionnel. C'est un type qui est tellement déséquilibré intérieurement qu'il n'arrête pas de faire des erreurs de ce type-là. Pour le pays, si je le dis avec beaucoup de sérieux, c'est extrêmement dangereux. On ne se rend pas compte à quel point on est en danger avec ce type-là à l'Élysée. Alors, François Bert, merci Christian Vanneste. Je rebondis là-dessus. Une part importante de mon métier, moi, c'est de faire du diagnostic de personnalité. Et pour la petite histoire, moi, j'interviens dans les structures d'entreprise quand il y a justement des dérèglements liés à la personnalité de telle ou telle, les personnalités toxiques, et mon métier est de les diagnostiquer en les mettant en situation. Pour la petite histoire, j'ai écrit en avril 2017, avant l'élection, un article dans le Huffington Post qui s'appelle « Macron ou le dieu Éole en culotte de velours ». Oui, ok. Alors, et en disant que derrière cette apparence proprette, il y avait le danger des 4 vents qui vont dans toutes les directions, parce qu'à partir du moment où il trouve un vent favorable, encore une fois, à ce qui le met en valeur lui, ça va dans tous les sens. Vous pourrez voir, il y a un autre article que j'ai écrit 2 mois plus tard, qui est encore plus clair dans ce qu'il formule. Et relisez ces 2 articles-là. L'autre s'appelle « Macron ne s'est pas fait chef, il s'est fait beau ». C'est dans Causeur. Et où concrètement, je décris exactement ce qui se passe là. C'est très lisible et c'est ça, moi, qui me fait peur. Et c'est pour ça que j'ai voulu alerter très vite. C'est-à-dire que là, on est clairement... le sous-titre de l'autre article, c'est Jupiter dans les habits de Narcisse. Donc, c'est qu'on a affaire à un problème d'image. Quelqu'un qui est très narcissique, comment ça se passe? Il se construit sur une bulle. C'est-à-dire qu'il se construit que sur une image de lui-même, parce qu'il est creux. C'est un professionnel de l'attraction, professionnel de l'apparence, un professionnel de l'attraction sur son image. Chaque fois qu'une réalité vient contrarier son image, ça fait péter la bulle, il risque de plonger dans sa béance. Et donc, face à ça, on a quelqu'un qui est dans le déni. Et là, tout ce qu'on voit de plus en plus, c'est on a quelqu'un qui est dans le déni en disant « ça peut pas être moi ». Ce que vous décrivez qui est flippant, c'est de dire... Mais oui, ce que vous remarquez, et ce qui est flippant et qui est patent, c'est que vous avez quelqu'un qui... Quand il y a la manifestation des Gilets jaunes, il a besoin de dire qu'il y a de la violence, qu'il y a des gens méchants, que sa police va le défendre. Mais quand lui revienne une réalité autre, que des gens ont été éborgnés, il va accuser sa propre police en disant « mais non, c'est eux les méchants ». Mais lui, il est toujours du bon côté, en fait. Ça peut jamais être lui. Ça peut jamais être lui. Il va être aussi bien extrême dans la manière de stigmatiser les Gilets jaunes que dans la manière de se mettre en position de désavouer sa police, quoi. Donc vous êtes sur la position que c'est pathologique pour moi. C'est pathologique, c'est-à-dire le roi de la gaffe d'un côté, pathologique de l'autre. Pathologique parce que vous voyez bien, et ce que je dis de l'intermittence de l'éclat, c'est ça, c'est-à-dire, en fait, je n'ai pas de visée politique durable avec une capacité à avoir ce que j'appelle de l'empathie pour la mission. L'empathie pour la mission, c'est la capacité de se dire où est mon rôle, où il faut que j'agisse pour le bien collectif. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir l'hypothèse que je vous propose, sans doute pour vous provoquer un petit peu, d'un président qui est tout à fait en maîtrise et qui, d'un côté, pose avec ce t-shirt pour envoyer un message à une partie de son électorat. Mais à qui? Je crois que d'autres dit aux policiers. Très sincèrement, c'est pas clair. Vous avez Parce que contenté tout le monde. on peut dire que c'est contre les policiers, mais on peut dire que c'est aussi contre les gens qui ont souffert, dont ils se moquent. Donc c'est compliqué. Et si je peux me permettre 2 secondes. Sur la campagne présidentielle, il y a eu 2 événements qui m'ont marqué. C'est quand, à un moment donné, Macron fait un discours et il finit par
parce que c'est votre projet. Et il hurle. Et là, c'est notre projet. Et il hurle très très fort, de plus en plus fort. Et là, on a l'impression, moi, ça m'a fait penser au dictateur de Chaplin à ce moment-là. Une autre chose aussi. Il n'était pas encore élu. C'était vraiment la campagne. C'était les derniers discours parisiens. C'était en février, ça, voilà, tout à fait. Et 2 mois plus tard, il fustige les gens qui votent Front National. Pas le Front National, mais il fustige les 20%, 25% de Français qu'il appelle le somnambule du Front National. Et à la fin du discours, il dit « Mais moi, je veux pas ça, pas ça, pas ça !» Et on a l'impression d'un enfant à qui on a volé son jouet. Et là, très inquiétant. Mais amusez-vous, moi je m'amuse à faire ça parce que c'est ce que je fais quand j'évalue justement les personnalités. Amusez-vous à écrire ce qu'il dit. Pas le propre des gens qui sont très bons comme ça, c'est dans la séduction, c'est le non-verbal. Mais ils font des gros lapsus de personnalité. Oui. Quand vous écoutez, moi j'ai déjà entendu Macron dire quand il a fait son premier discours, le premier grand entretien, il a écrit « Écoutez, je n'ai aucune complaisance avec le réel. Je n'ai aucune complaisance avec le réel. » d'ailleurs. C'est un lapsus monstrueux, vous voyez. Après, ou avoir des phrases qui veulent rien dire. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que moi, en tout cas, en termes de trajectoire, si vous les voyez d'ailleurs aujourd'hui, pour répondre à ce que vous disiez, vous voyez aujourd'hui comment ça se délite, le nombre de députés qui s'en vont, le nombre, la valse, le nombre de gens qui commencent à s'inquiéter, voire des gens qui ont peur de s'étiqueter de s'étiqueter LREM pour la partie municipale. Quelqu'un qui serait dans une politique calculée, les gens le suivraient. Ils trouveraient ça un peu fourbe à l'anglaise, mais le suivraient. Vous voyez, là c'est absolument illisible. D'accord. C'est illisible, il n'y a pas de trajectoire. Jean-François Ozol, vous aurez le mot de conclusion. Oui, enfin, disons que moi, ce qui m'a toujours... Philippe Murer, sans saisisse, parce que je crains le pire. C'est-à-dire que moi, j'ai suivi, c'est l'avant Macron, c'est avant qu'il soit candidat, déclaré, etc. Ont été pratiqués en France, certainement des centaines, voire des milliers d'interviews non directives. Alors, il faut savoir qu'une interview non directive, c'est quand même entre 10 000 et 15 000 balles à chaque fois. Vous parlez de... Là, c'est du marketing Macron, électoral. Je parle justement des gens qui ont préparé Macron. Et Macron a cru, comme on croit encore dans certains milieux politiques, qu'avec un bon service de communication, le mairie de Paris, ça marche un peu comme ça, en utilisant le fait que dans un discours, comme on a un peu enlevé l'esprit de synthèse de l'enseignement, que dans un discours, si on arrivait à caler à chaque bout du discours la thèse et l'antithèse, on arrivait à satisfaire plus ou moins tout le monde et que ça allait continuer comme ça. C'est du en même temps, ça. C'est du en même temps. Et ça a été construit pour moi au départ. Je me suis trouvé dans des réunions soi-disant philosophiques, en tout cas, où en fait, la personne qui était là était en train de se livrer à l'exercice que je viens de décrire. Tout ça pour savoir quelle était la meilleure liste des ministres. Et puis évidemment, il y a M. Hulot qui est sorti. Mais voilà. Mais le début, c'était un commentaire sur la psychanalyse, etc. Le sujet, ça n'a rien à voir. Donc voilà. Donc il a ça. Il est très rapidement arrivé au bout de ça parce que les faits sont têtus quand même. Il y a des réalités politiques. Et là, eh bien, les petits malins qui font des interviews, des conseillers en com, etc. Là, ils sont plus là. Et lui, il est à poil. Bon. Voilà. Très bien. Écoutez, on a fini ce 3e sujet. Franchement, je pensais que ça allait être un sujet un peu léger, mais je vois que nous sommes allés aux racines de l'élection du président Macron. On a fait de la psychanalyse. Et peut-être dans sa personnalité. Allez, on se retrouve dans 15 jours. Messieurs, les deux nouveaux. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'invitation. Merci, en tout cas. J'espère vous revoir. Ah, mais écoutez. Ok, très bien. Je ne tiens qu'à vous. Oui, si seulement. Allez, rendez-vous dans 15 jours. Merci de votre participation. Parlez-en autour de vous de cette belle émission. Et à très vite donc.